Vision Futur Média, un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bienvenue, les titres, c'est tout de suite. Spirale de violence dans les stades, le match AS Pikine Jaraaf inachevé à cause d'échauffourées entre supporters des équipes adverses. Tout serait parti d'un pénalty accordé à la 90e minute à l'AS Pikine. Les détails au cours de cette édition. Renflouement de la société africaine de raffinage, les langues se délient. Cette fois-ci, c'est l'opposition qui monte au créneau. Selon Maître Abdoulaye Tall, porte-parole de PASTEF, le montant colossal annoncé pour recapitaliser la société procède d'une volonté de l'État de céder la SAR à des investisseurs étrangers. Célébration de la Journée internationale des migrants vers la recherche de solutions pour faire cesser les voyages irréguliers. Parmi celles-ci, l'industrialisation des villes africaines, c'est la conviction de Challenge Migration Solutions qui a tenu une rencontre à cet effet. Et puis le Tchéboujen, un patrimoine bien sénégalais, un livre coécrit par Alpha Amadoussi et Fatima Falnian. Nous recevons justement ce soir Alpha Amadoussi, philosophe de formation, qui s'est penché sur les vertus du plan national qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une interview à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, alors que diverses voix se soulèvent pour mettre fin aux violences dans les stades. Iba Mar Diop, théâtre d'échauffourées entre supporters de l'AS Pikine et l'ASC Jaraaf. Résultat, le match a été interrompu. Tout serait parti d'un pénalty accordé à la 90e minute à l'AS Pikine, ce qui a déclenché la colère des supporters du Jaraaf, mettant ainsi fin à ce match comptant pour la 4e journée de la Ligue 1. Regardez ça. Attention, attention sur cette balle, Nyang dans la surface et le tacle et penalty. Penalty pour l'AS Pikine dans les derniers instants. Et tout de suite, la réaction de l'entraîneur du Jaraaf après ce match qui s'est terminé en queue de poisson. Parce qu'on a fait le match qu'on devait faire. Malheureusement, il y a des violences sur les dernières secondes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les violences ont une cause. La cause, c'est le pénalty ciblé. Moi, je ne sais pas et je ne comprends pas comment un arbitre peut cibler un pénalty si le joueur met le ballon en corner. Et l'arbitre de tous qui était plus près de l'action a signalé corner, je ne sais pas. Et il est temps aussi que la fois dernière contre Casa, j'ai dit que l'arbitre est un imprimé passif d'erreur. Mais aujourd'hui, si les erreurs sont trop, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on parle. Parce que moi, je ne pense pas que l'arbitre, c'est un enseignant parfois, un fonctionnaire. L'arbitrage n'est pas son gagne-pain. Nous, c'est ça notre gagne-pain. Donc le plus normal, c'est que quand on donne une équipe un pénalty, et la peine, à mon avis, maximum, ça doit être quelque chose de très clair. Et il est temps aussi, de la même manière que nous on perd 1, 2, 3 matchs, on nous sanctionne en nous virant. Il faut que les arbitres, c'est ce qui les dirige, apprennent à les sanctionner. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui et qui a amené la violence n'est rien d'autre que l'apanage de ce pénalty sifflé qui n'a rien d'autre qu'un pénalty inventé. Recapitalisation de la société africaine de raffinage. PASTEF, les patriotes se prononcent. Le porte-parole du parti est convaincu que l'État veut mettre ce fleuron de l'économie sénégalaise à la disposition des investisseurs étrangers. L'avocat Maître Abdoulaye Tall est au micro d'Abdourahmane Diallo. Je ne peux pas comprendre qu'une société comme la SAR, où un marché de gré à gré de 200 milliards, alors qu'il y avait des moins de 10 ans, il y avait des plus offrants et provenaient des Sénégalais. On a invité dans la société nigériane et une société émirat arabe. Pour vous dire quoi? Qu'en réalité, la SAR est en train de nous échapper. Nous devons prendre nos responsabilités parce que le Sénégal vit dans une misérabilité extraordinaire. Les Sénégalais souffrent. Au moment où on parle de flamber des prix des denrées de première nécessité, on se permet, avec le capital propre de la salle, on pouvait renforcer effectivement la SAR, payer la dette, éponger la dette et également d'avoir des ressources propres qui nous permettront de se relancer
dans l'économie. Mais non, on essaie d'emprunter 350 milliards pour en défalquer plusieurs milliards encore au profit des commissions ou des gens véreux qui sont autour de cette histoire. Je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. La société de l'Afrique doit être renforcée, doit être aidée, doit être soulagée. Parce que c'est une société qui a fait beaucoup de sacrifices. Et les Sénégalais ne doivent pas accepter que l'Afrique disparaisse au profit de puissances étrangères, de sociétés étrangères. Allez, à Thiès, si rien n'est fait, les mutuelles de santé s'acheminent vers la faillite. L'État du Sénégal leur devrait plus de 700 millions, une dette colossale qui empêche à ces mutuelles de prendre en charge les groupes vulnérables. Ces mutuelles ont tenu à informer l'opinion publique à travers une conférence de presse. Le compte-rendu est signé Charanta Diop et Saïlatir. Les mutuelles de santé de Thiès menacées de fermeture pour retard de paiement de factures, l'État leur doit plus de 700 millions de francs CFA. Les dettes de l'État en matière de cotisation pour les bénéficiaires classiques, des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, des détenteurs des cartes d'égalité de chance s'élèvent d'un montant de plus de 737 835 379 francs pour la région de Thiès. Les conséquences sont énormes. Les mutuelles de santé de Thiès n'en peuvent plus. Ces retards de paiement ont pour conséquence les retards dans le règlement de leurs factures de prestations et le paiement de leurs charges de fonctionnement. Nos mutuelles sont victimes de suspensions et d'arrêts de prestations au détriment de nos bénéficiaires. Les suspensions de conventions et l'arrêt des prestations, les mutuelles arrêtent la prise en charge des groupes vulnérables et indigents, bourse de sécurité familiale, les détenteurs des cartes d'égalité de chance. Pour retard du versement de leurs cotisations par l'État, les bénéficiaires de ces mutuelles de santé sollicitent l'aide de l'État pour résoudre ces difficultés. Nous sollicitons de nos autorités, à savoir Monsieur le gouverneur et au plus haut sommet de l'État, le règlement des dettes au profit des mutuelles de la région de Thiès. La cause est bien entendu, les bénéficiaires de ces mutuelles de santé de Thiès sont dans la hantise de la suspension de leur prise en charge. Les mutuelles... Malaise au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal après un rapport qui épingle le directeur général pour mauvaise gestion. Eh bien, Jean-Jacques Diop reste toujours en place, une situation qui pousse le syndicat des travailleurs à exiger son départ et à penser qu'il est protégé au niveau de cette institution. Nous écoutons à ce propos Cheikh Ndior, il est chargé de revendications au micro de Ababacar Camara. Et au regard des flagrantes violations qui ont été révélées au grand jour par la commission bancaire, les conclusions ont été sans appel, et ont préconisé la prise de mesures disciplinaires contre Amadou Jean-Jacques Diop et toutes les personnes impliquées dans cette affaire que nous qualifions, nous, de délinquance financière en bande organisée. Mais ce que nous ne comprenons pas, et ce qui explique ce banderole, malgré cet état de fait, pourquoi jusqu'à présent, ce dossier n'avance pas? Pourquoi jusqu'à présent, ce dossier n'avance pas et M. Amadou Diop est à ce jour nullement inquiété? Il continue toujours de diriger le Crédit Mutuel du Sénégal, d'où ce banderole. Qui donc protège le DG du Crédit Mutuel du Sénégal? Donc, nous les syndicalistes du CMS, allons prendre toutes nos responsabilités dans cette affaire. Nous ne serons pas coupables dans cette affaire. Nous allons prendre toutes nos responsabilités. Nous exigeons une application sans complaisance de toutes les conclusions issues de l'exploitation du rapport de la commission bancaire. Nous exigeons la destitution de M. Amadou Jean-Jacques Diop et de toutes les personnes qui ont été impliquées. Nadem.
Célébration de la Journée internationale des migrants ce samedi, de nombreux acteurs estiment qu'il est temps d'inverser la tendance avec une nouvelle politique basée sur l'industrie. Ces acteurs se basent sur des chiffres qui attestent que d'ici 2050, l'Afrique comptera plus de 2 milliards d'habitants. Avec une bonne information destinée aux candidats des voyages irréguliers, un changement de mentalité peut s'opérer. Nous écoutons à cet effet Abdoulaye Sakho. Il est directeur général de Challenge Migration Solutions et ses propos sont recueillis par Pape Faraninga. Comment attirer les investisseurs à venir investir? Parce que le monde s'est créé avec l'immigration. L'Amérique s'est développée à travers l'immigration, l'Europe. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi se barricader? Il ne faut pas l'accepter. C'est ainsi que nous avons voulu aller au-delà, chercher les partenaires qui vont venir investir. C'est ce qui s'est passé partout. Donc pourquoi pas en Afrique? Il faut créer quelque chose, un cadre d'échange de partage qui va permettre même aux jeunes, par exemple, qui veulent partir, d'avoir une alternative. Même s'ils ne partent pas, ils vont avoir la bonne nouvelle, les bonnes informations. Sans industrialisation, l'Afrique ne va pas se développer. Ce problème-là, l'année prochaine, on va dire la même chose. Il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont partir. Donc il faut créer ce réceptacle, inviter les jeunes à avoir une alternative. Ceux qui veulent voyager n'ont qu'à avoir d'autres solutions pour voyager. Pourquoi les autres voyagent et que nous, on a des problèmes parce qu'on est pauvres? D'accord, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Ces gens-là, ils ont besoin. Aujourd'hui, l'Europe même a compris que d'ici 2050, l'Afrique sera plus de 2 milliards d'habitants. Et cette masse critique-là, s'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, pour acheter les hautes de gamme européens, ils vont acheter les Chinois. Donc même l'Europe a besoin que l'Afrique se développe. Parlons à présent d'un outil de transmission de l'information devenu incontournable de nos jours, l'Internet. Son importance, mais aussi les nombreux inconvénients que sa mauvaise utilisation peut susciter, ont été expliqués à des jeunes, des adolescentes orphelines plus précisément, ont été les bénéficiaires d'un atelier de sensibilisation initié par l'Office des pupilles de la Nation, mais aussi la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Une fois formées, ces jeunes filles constitueront des relais auprès de la communauté et nous écoutons tour à tour le docteur Mamadou Saliou Diallo, directeur général de l'Office des pupilles de la Nation, et Antaka, pupille, au micro d'Al-Hassan Ba. L'Internet est important, certes, mais également il y a quelque chose de négatif là-dedans. Et pour qu'ils comprennent ça, il faut les expliquer. Et c'est dans ce sens-là que nous voulions organiser cet atelier avec des pupilles, des adolescentes, qui peut-être vont servir également de relais dans leur zone, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur école, pour apprendre aux autres que vraiment l'Internet c'est important pour l'éducation, c'est important également pour la vie sociale, mais également il y a des choses qu'il faut éviter. Et elles l'ont compris fort heureusement. Et comme dans les échanges également, elles nous ont dit qu'elles vont éviter beaucoup de choses qu'elles faisaient maintenant et elles vont s'en tenir compte peut-être à quelque chose qui pourrait leur permettre d'avancer dans les études et également dans la vie. Nous leur avons dit qu'aujourd'hui, tu peux envoyer une image dans les réseaux sociaux, mais dès que tu envoies cette image-là, tu n'es plus la propriétaire de cette image-là. Cette image-là peut être diffusée n'importe où et n'importe comment. Cet atelier nous a permis de se méfier sur l'Internet, sur les violences, les harcèlements, les cybercriminels et surtout comment éviter pour poster des photos qui à l'avenir peuvent provoquer des effets néfastes sur la vie de l'individu ou bien sur la carrière d'un être. À Ziguinchor, les populations s'engagent dans la préservation de l'environnement. Elles viennent de mettre un terme à un juteux trafic. La forêt de Tendouk est en effet en proie au trafic illégal de bois. Mais cette fois-ci, les malfaiteurs ont été appréhendés par les riverains qui les ont remis aux agents des eaux et forêts. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi. Plusieurs trafiquants de bois, surpris en train de scier des arbres dans cette forêt classée, ont été pris par les habitants du village de Tendouk dans le département de Bignona. Ils ont été remis aux agents des eaux et forêts. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est des exploitants qui sont venus occuper une partie de la forêt classée pour abattre quelques troncs d'arbres pour en faire des planches. 3 troncs qui les ont déjà transformés en planches.
Ces membres du comité de protection de la forêt ont pourtant failli se faire agresser par les trafiquants. Absolument, parce que la fois passée, quand on était entré, il y avait même un gars il avait voulu nous couper avec sa machine. Ce qui veut dire le problème de Bofa Boyotte peut se reproduire ici. Donc nous interpellons l'État de nous aider à protéger cette forêt classée et également de nous protéger, de nous appuyer également parce qu'on a besoin également d'un appui. Ces habitants de Tendouk disent avoir constaté que contrairement à la dernière fois, le bois saisi n'a pas été vendu aux enchères sur place, ce qui est inquiétant. Nous restons dans le domaine de l'environnement pour parler de l'acacia, un arbre dont les vertus sont méconnues. Au détour d'une visite de presse organisée par African Journalist Forum dans le département de Linguère, les propriétés de cet arbre ont été dévoilées. L'acacia est un moyen de lutte contre l'avancée du désert et le réchauffement climatique dans la zone du Sahel. Plus de détails, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye. L'avancée du désert devient de plus en plus inquiétante. Avec des surfaces désertiques estimées à 40%, l'Afrique est touchée de plein fouet, notamment le Sahel, connu pour sa propension à protéger les écosystèmes de l'avancée du désert. L'acacia est considérée comme une alternative à sa fulgurante progression, raison pour laquelle African Journalist Forum a organisé cette visite de presse pour promouvoir les initiatives personnelles des activités de société autour de la production de la gomme arabique. Donc notre visite aujourd'hui s'inscrit dans une perspective de magnifier une bonne pratique qui est la culture de la gomme arabique, qui est méconnue et pourtant qui est une pratique très ancienne ici au Sénégal. Donc le directeur rappelait aujourd'hui que notre pays occupait une position privilégiée, par exemple de deuxième à l'échelle africaine. Actuellement, pratiquement, nous en sommes à plus de 5. Il faut accompagner la production, il faut accompagner déjà les structures qui interviennent dans le domaine et aussi il faut accompagner les initiatives personnelles, donc les populations qui sont dans les environs et qui s'y intéressent, afin que qu'on puisse gagner double. D'abord en vendant, en produisant et en vendant, le producteur ou bien les sociétés qui interviennent gagnent en capitaux et ensuite ça permet un peu de réduire l'avancée du désert et même de récupérer des terres qui ont été perdues en quelque sorte. Et donc je crois que c'est l'une des visions qui sous-tendent cette visite. La délégation a visité pour ce faire les plantations d'une société de la place qui exploite 15 000 hectares de gomme arabique dans le département de Linguère. Ces responsables ont expliqué que l'acacia constitue un moyen efficace pour faire reculer le désert. Ces plantations sont des véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Ils attirent de l'eau. Leur feuillage et leur système racinaire filtrent de l'eau. Ce sont des stabilisateurs de sol et d'autre part ils luttent contre la désertification et le réchauffement climatique qui sont les véritables menaces de la région dans les prochaines décennies. À l'échelle mondiale, la situation est plus alarmante. La promotion des initiatives individuelles, familiales et industrielles, surtout la culture de l'acacia, est un véritable rempart pour stopper l'ampleur du phénomène. BEM Bordeaux Management School fête ses nouveaux diplômés. Au total, 173 récipiendaires ont reçu leur parchemin. La cérémonie, dont le parrain est Feu Ahmed Amar, a eu lieu ce matin au Grand Théâtre National en présence de notre reporter Mamadou Lamine Fall. L'excellence a été magnifiée ce jour au Grand Théâtre National à l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes à différentes promotions de BEM. Bordeaux Management School. Chers récipiendaires, ne vous fixez aucune limite à vos ambitions. Croyez en vous, vos familles croient en vous, votre pays croit en vous. Restez humbles, honnêtes, mais restez aussi des citoyens engagés. Félicitations à toutes et à tous. Dans un monde dominé par la complexité et l'incertitude, BEM se positionne comme une école capable de former des spécialistes à la hauteur des enjeux de l'économie. Cette année encore, nous venons d'être classés pour la 6e fois meilleure business school d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Jeune Afrique. Ce classement plébiscite notre pédagogie, la professionnalisation de nos parcours et notre service aux étudiants. Il consacre aussi
l'attractivité et la sélectivité de nos programmes, ainsi que notre ouverture internationale. Comme de tradition, BEM a donné le nom de sa promotion à l'entreprise NMA Sanders, une manière de rendre hommage à feu Ahmed Amar. Ahmed Amar était un homme d'une grande humilité, d'une grande générosité, un homme d'attention, un homme d'équilibre. Mais c'était aussi un homme de défi, un entrepreneur hors pair, un modèle d'innovation et de créativité, un travailleur acharné dont le repos était sans cesse réclamé par ceux qui l'entouraient, par ceux qui l'apprécient. Nous sommes donc fiers de donner le nom de cette promotion à son entreprise. Au Grand Théâtre, la satisfaction était ce jour le sentiment le mieux partagé. Beaucoup d'émotions et de fierté envers moi et surtout envers ma famille qui m'ont beaucoup soutenue durant ces 5 ans. Et voilà, je suis très fière du parcours. Beaucoup d'émotions parce que nous avons été guidés et accompagnés durant tout ce processus et c'est avec beaucoup d'émotions que nous recevons nos diplômes aujourd'hui. Je suis très émue et très contente aussi parce qu'on a traversé des moments un peu difficiles, je dirais, mais alhamdoulilah, on peut dire enfin, parce que ça a payé. Là, c'est une fierté pour nous et pour notre famille aussi. BEM, une école consciente de sa mission, continue de rester fidèle à sa réputation, qui est de donner de la valeur à ceux qui ont du talent. Parlons entrepreneuriat à présent. Elles sont des PME venues de toute l'Afrique de l'Ouest qui se sont retrouvées autour de la plateforme, plutôt retrouvailles des marques. Objectif, échanger, mais aussi trouver des circuits de commercialisation des petites et moyennes entreprises qui s'activent dans l'artisanat, dans la couture, mais aussi dans la cordonnerie. Et nous écoutons tout de suite Ndeye Adama Diop Sow, promotrice de l'événement. Elle est au micro de Modou Diop. Cette plateforme, en tout cas, nous permet d'échanger, de parler de nos problématiques qu'on rencontre au quotidien, d'échanger avec les divers entrepreneurs et d'essayer de bien structurer, en tout cas, notre activité. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'abord ça, cette plateforme d'échange. Et ensuite, c'est une plateforme qui permet de la vente. Aujourd'hui, avec l'impact Covid, justement, toutes ces PME sont restées longtemps sans une réelle activité commerciale. Et aujourd'hui, ces types de plateformes permettent justement de pouvoir pallier à ça. Parlons gastronomie à présent. Notre ceebu jën inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On en a parlé tout au long de la semaine. Une belle façon en tout cas de rendre hommage à la ville tricentenaire Saint-Louis, ex-capitale de l'Afrique occidentale française. Son inscription au patrimoine immatériel de la prestigieuse Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ajouterait un atout touristique au Sénégal et notamment à la ville de Saint-Louis qui est déjà une destination très prisée. Ibou Diouf. Au Sénégal, on aime le riz, qu'il soit blanc ou avec de la tomate, avec des condiments ou des cuissons variables. Mais une chose est sûre, le ceebu jën reste le plat national. Il est considéré comme une affirmation de l'identité sénégalaise, d'où son inscription au patrimoine mondial. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer comment, par résilience, un produit qui a été introduit pour nous dominer a été détourné par notre génie et par Madame Penda Mbaye et qui en a fait une création originale que le monde partage aujourd'hui. Un combat de longue haleine, une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé sur la question sous la direction du patrimoine. Il ne faudrait pas que les gens croient que l'inscription d'un patrimoine culturel immatériel, un PCI, sur la liste du patrimoine mondial soit facile. C'est une opération fastidieuse et il faudrait vraiment les féliciter pour ça. Toutes les communautés ont envoyé des représentants et ces représentants-là ont été accompagnés par tous les directeurs de centres culturels régionaux. Après, il a fallu avoir 4 référents nationaux. Donc le professeur Ibrahim de l'UCAD, Madame Fatima Falignan, directrice du CRDS de Saint-Louis. Nous avions aussi Omar Badian qui était en ce moment-là le chef de la division patrimoine immatériel à la DPC et moi-même qui était le coordonnateur du comité scientifique. Il a fallu aussi l'accompagnement de l'UNESCO et l'ensemble des populations. L'inscription du ceebu jën au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO aura certainement plusieurs avantages, une perspective qui est de nature
à booster la destination Sénégal. Il faut avant tout que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'abord nationale. Tous les Sénégalais savent, connaissent les valeurs du Thiéboudiène, peuvent même en dresser l'historique, peuvent vanter ses qualités et même faire ses louanges. Nous voulions exalter le génie culinaire sénégalais, montrer que d'une population qu'on disait sans âme, sans culture, nous sommes aujourd'hui une population capable de prendre les éléments du monde et de les fondre dans notre démarche. La première étape était l'inscription de 59 éléments par arrêté ministériel qui étaient reconnus comme étant des éléments de notre patrimoine immatériel et trouver la communauté qui avait envie de partager son patrimoine. Le Thiéboudiène national se hisse ainsi au premier plan, que ce soit avec de la tomate ou du riz blanc. Et le Thiéboudiène, on en parle justement dans votre journal à travers ce livre que j'ai juste entre mes mains. Le Thiéboudiène, un patrimoine bien sénégalais, coécrit par Alpha Amadoussi et Fatima Falnian. Justement, Alpha Amadoussi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Sy. Bonsoir, madame Sarah Cissé. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes philosophe de formation, président de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture, administrateur de la Saint-Louisienne de la culture et de la recherche. Vous avez coécrit ce livre avec Fatima Falnian. Avant d'y parvenir, j'aimerais juste vous faire, parce que je sais par ailleurs que vous êtes multiples casquettes, on va dire, vous avez également écrit sur le sport. Or, à l'entame de cette édition, vous l'avez vu, la violence continue de faire rage dans les stades. Quelle solution face à cette violence, à cette recrudescence de la violence dans les stades, selon vous? Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous savez, madame, aucun homme censé qui a une raison ne peut justifier la violence. Mais on doit l'expliquer. Il est évident que les frustrations sont là. Il est évident qu'il y a le mal-vivre qui est là. Il est évident aussi que même la classe politique n'a plus le sens des débats, c'est des querelles, à tel enseigne que l'atmosphère elle-même est polluée. Je crois qu'aussi on peut ajouter le manque d'instruction civique. Je le dis souvent, malheureusement, on n'en tient pas souvent compte. Un peuple a besoin d'être éduqué, pas seulement par les parents, mais par l'État, par les syndicats, par les partis politiques. L'éducation nous permet d'être en phase avec les normes sans lesquelles la vie en commun n'est pas possible. Et je crois que tous ces facteurs pris en charge permettent d'abord d'expliquer, ensuite de voir les solutions. Mais ce n'est pas facile, c'est compliqué. Il faut oser regarder les choses en face et les examiner minutieusement, envie de voir des perspectives salutaires pour notre peuple. Alors la CAN, vous avez écrit sur la CAN d'ailleurs, la CAN c'est le 8 janvier prochain. Les chances de l'équipe nationale? La CAN, je tiens à dire deux choses. À un entraîneur, on doit tenir compte rigoureusement du choix des hommes, du choix tactique. On doit demander aux joueurs, comme il l'avait fait en Algérie ou en Égypte, de mouiller le maillot. Mais le reste, c'est le football. Et malheureusement, en matière de football et de sport, le meilleur ne gagne pas toujours. Donc le Sénégal peut avoir la meilleure équipe, mais ne pas être meilleur sur le terrain. Ce que nous souhaitons, c'est que le Sénégal gagne, mais qu'on sache que tous les pays engagés veulent la coupe. Que tous les pays engagés ont leur marbre et leur croyance. Donc que la compétition soit belle et qu'on sente que, sur l'expression des jeunes, donne une badière. C'est ça qu'on peut demander à l'équipe. Le sport, je vois que ça vous passionne. On aura certainement l'occasion d'en débattre une prochaine fois. Alors, on en revient à notre fameux Thiéboudiène qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de fierté, comme tous les Sénégalais, mais surtout avec apaisement, parce que j'ai côtoyé l'équipe et je sais les efforts qu'ils n'ont pas cessé de fournir pour que ce projet aboutisse. J'ai eu la chance d'être impliqué à 2 ou 3 reprises, mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur Massamba Gueye, toute l'équipe était là. Justement, c'était l'objet d'ailleurs de ma deuxième question, parce que cette consécration, elle survient juste quelques jours après la parution de votre livre. Je pense que vous avez fait paraître le 2 décembre et la semaine d'après, le Sénégal était sacré au niveau de l'UNESCO. Un livre dans lequel vous plaidez d'ailleurs en faveur de l'inscription du Thiéboudiène au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une coïncidence un peu troublante. Vous étiez dans le secret alors, ou c'était juste un hasard du calendrier? Plus qu'une coïncidence heureuse ou troublante, c'est une coïncidence, c'est réfléchi. Étant partie de l'équipe, on a eu un CRD ensemble. Au sortir
duquel j'ai dit à ma sœur Fatima, mais écoutez Fatima, on n'écrit pas souvent nos histoires et notre patrimoine. Le peu qu'on a eu à dire ici, nous deux, on peut en faire un livre. Et notre projet, c'est d'accompagner l'équipe. Nous savions que l'équipe était en plein travail. Nous savions que l'équipe avait besoin d'argumentation, d'argumentaire. Et notre projet, évidemment, ce n'est pas de substituer à l'équipe, mais de fournir à l'équipe le maximum d'informations et d'argumentation pour qu'au-delà du classement de l'UNESCO, que le dossier soit défendable. Et évidemment, nous avons pris en charge cette exigence et heureusement que ça a été concluant et je félicite la direction du patrimoine, je félicite tous ceux qui ont concouru à ce classement et je crois que le Sénégal, pendant la fierté nationale, il y a un enjeu pas seulement touristique mais financier. Pas seulement financier mais économique. Imaginez-vous si le Tchèque est mondialisé, ça veut dire quoi? On va avoir plus de riz, plus de poissons, plus de légumes. Donc du point de vue financier, la conséquence me semble extraordinaire si, et seulement si, nos autorités prennent en charge cette exigence nouvelle. Alors les enjeux, on en reparle tout à l'heure. L'histoire du Thiéboudjen, elle est tout de même passionnante, il faut le dire. Alors, le colonisateur impose le riz indo-chinois aux populations autochtones à l'époque pour substituer justement aux cultures vivrières. Et les communautés, dans un contexte de résilience, s'adaptent, se l'approprient en créant cette recette à base de riz et de poisson, le fameux Thiéboudjen. Et voilà, des siècles plus tard, ce plat se retrouve au banquet mondial de l'UNESCO. N'est-ce pas là une belle revanche sur l'histoire? Une revanche, pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est, comme vous l'avez dit, un processus. Parce que justement, le Thiéboudjen est né d'une violence économique coloniale. Tout le monde le sait, on a détruit nos cultures vivrières, le manioc, le mil, et on nous a imposé un riz d'Indochine qui était moins cher. On explique pourquoi c'est moins cher pour le colon. Mais les Sénégalais ont fait preuve d'un génie. Je ne reviendrai pas, sinon vous ne lirez pas le livre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu une bêtise, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que la configuration qui était celle du Sénégal était la suivante. Le Sénégal s'est trouvé être le seul pays au monde dont l'alimentation de base était autre que ce qui était produit sur place. Tout ce qui vient du Thiéboudjen, que ce soit, sauf hormis le poisson, à la limite l'huile et l'eau et le sel, tout était importé. On peut dire que c'est la page noire du Thiéboudjen, de l'histoire du Thiéboudjen. La nouvelle page, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans la vallée, en Casamance, dans les Niayes, on a produit suffisamment de légumes. Dans la vallée, les riz de la vallée est là, et on peut aujourd'hui avoir le Thiéboudjen authentiquement made, j'allais dire uniquement made au Sénégal. Et l'enjeu important pour un pays qui cherche des débouchés. L'enjeu important pour un pays qui vit dans un paradoxe, madame. Nous sommes l'un des rares pays au monde où on a des terres cultivables, on a le soleil, on a des bras, on a l'expertise et on dit qu'on est pauvre. C'est terrible. Et l'opportunité, c'est que le Thiéboudjen, une fois exporté, donne de l'emploi. L'espoir est permis. Alors, le nom de Penda Mbaye est accolé au Thiéboudjen. Dans l'imaginaire collectif, Penda Mbaye, c'est cette femme saint-louisienne, cordon bleu. Mais vous nous apprenez dans ce livre que finalement, il y a très peu de renseignements fiables à son sujet. Cela veut dire quoi? Que Penda Mbaye n'a jamais existé? Non, ça veut dire que Penda Mbaye a été happé par la légende. Parce que la légende, c'est quoi? C'est pas de moi, il y a une référence. Quand on dit Penda Mbaye, on ne sait pas quel âge elle avait, où elle habitait, qui est, on peut dire, fille de cône à Saint-Louis. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de Saint-Louisiens, dont Feu Golbert Diagne, mais on peut te dire qu'il est Penda Mbaye. Donc, il y a une passerelle entre l'histoire et la légende, à tel enseigne que pour donner l'adresse exacte de Penda Mbaye, décrire Penda, c'est ça que j'appelle la légende. C'est pas que ça n'a pas existé, mais il y a peu de renseignements. Mais, dans le livre, nous le montrons, de quelque manière, dans la préparation, dans la manière de servir le plat, dans la manière de concevoir et de servir les convives, le Thiéboudjen est en dernière instance un hommage à la femme. À travers sa préparation, sa dégustation, vous nous apprenez dans ce livre un ensemble de codes qui fondent l'éducation à la vie familiale, le sens de l'hospitalité, du partage, en un mot, la teranga sénégalaise. Le Thiéboudjen, pour véhiculer et enseigner la teranga sénégalaise, c'est votre conviction? Mais non, parce que justement, on nous apprend à bien nous comporter, à avoir le sens de l'autre. Parce que le Thiéboudjen, évidemment, les Sénégalais ont du mal à consommer le Thiéboudjen dans des plats. Le Thiéboudjen, c'est le bol. Le bol, ce n'est pas le leket, mais le bol a la fonction d'être collectif. Et le Thiéboudjen nous apprend à vivre en tant que citoyen. La preuve,
quand nous mangeons dans un bol, Madame Cissé, il n'y a pas de frontière traçable, mais chacun connaît sa place. Donc les frontières sont dans la tête, comme dit Wolof Ndiaye, là on apprend à l'enfant à distinguer le bien collectif et le bien privé. Ce qui m'appartient à moi, et ce qui appartient aux autres. Donc c'est une socialisation, et même on va plus loin. C'est les premiers ingrédients, j'allais dire, c'est le soubassement d'une éducation républicaine. Parce qu'on nous apprend que la République, c'est la chose publique. Donc dans le Thieboudiène, au moment où on le consomme, il y a cette dialectique entre le collectif, l'individuel, mais aussi, il appartient aux adultes de me donner, moi en tant qu'enfant, ce dont j'ai besoin. Ça, c'est le sens du partage et c'est sublime comme valeur. Je vous invite à le lire, c'est un livre savoureux. Au-delà de l'alchimie gastronomique, vous présentez aussi le thieboudiène comme un plat d'une valeur nutritive considérable. Hors de l'avis, monsieur Si, de nombreux nutritionnistes, nos habitudes culinaires sont la source de tous nos maux, hypertension artérielle, diabète, des mets trop gras, trop riches, trop salés, des légumes qui cuisent trop et qui justement perdent toutes leurs vitamines. Vous y répondez quoi? Vous répondez quoi aux nutritionnistes? Il n'y a pas de plat parfait. Et ils ont, quand au fond, raison. Et ce combat a été mené depuis belle lurette par le grand Rufisquois Tchadar Ndoye. Le talale, c'est pas bon. Vous prenez le riz. Vous le lavez d'abord, vous le rincez. Ensuite, vous taillez le sokay tong. Tu peux faire des éléments. On a un défaut culturel. Le nyor khom. Le nyor khom bahou. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, ces critiques, c'est pas pour rejeter le thieboudiène, mais c'est pour l'améliorer. Et je vous apprends, madame, que dans nos investigations, je ne ferai pas de la publicité, il y a des structures qui ont tout fait pour voir dans quelle mesure on peut créer un riz consommable à moindre dégâts par les diabétiques. Donc vous avez raison, ça veut dire aujourd'hui quoi? Tout à l'heure, M. Kamara l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit que le concours de tout le monde. Aujourd'hui, pour que le thieboudiène soit le mieux parfait possible, il faut le concours de toutes les compétences. Nutritionnistes, diététiciens, tout le monde doit intervenir pour qu'effectivement le thieboudiène... N'ayez pas vous peur qu'il perde aussi de sa substance? Mais non, c'est une question d'adaptation. Le thieboudiène, on peut l'adapter. C'est-à-dire l'animal qui est l'homme est le seul capable de faire face aux défis que lui pose la nature et l'évolution. Sous ce rapport, il n'y a pas de crainte. D'ailleurs, déjà, parce qu'à l'époque, quand on prépare le thieboudiène, on prenait quoi? On prenait 4 heures d'horloge. Avec le micro-ondes, ça va plus rapidement. À l'époque, quand on prépare le thieboudiène, il fallait être un bon empiriste. C'est-à-dire, si vous tombez, alors, hors de nos frontières, au chapitre 4 de votre livre, vous faites référence à la gastrodiplomatie. Vous citez l'article de Mangoneka qui nous apprend qu'il suffit de prononcer le mot jollof rice en Afrique de l'Ouest pour déclencher une guerre entre États. Alors, à qui revient selon vous la paternité du jollof rice? Le jollof rice, c'est pour ceux qui disent le jollof rice, ça appartient. Mais ce n'est pas le thieboudiène. J'ai dit dans le livre, le seul mot jollof trahit le projet d'usurpation du thieboudiène. Mais aussi, on est négligent, nous, Sénégalais. Imaginez-vous un plat aussi important. Vous verrez les rares livres consacrés à ce plat-là. À 35 ans, on aurait tardé un temps soit peu, on l'aurait pris. Et je donne des exemples pour vous parler de gastrodiplomatie. Donc, je crois qu'il y a un enjeu qui est là. Et nous, justement, ce qui nous a motivés, c'est de dire, bon, au lieu de regretter, faisons un acte. Écrivons. Et en écrivant, que celui qui est mis par l'envie de lire soit aussi mis par l'envie de découvrir le thieboudiène. Et là, on vend entre guillemets le Sénégal. Le thieboudiène, un patrimoine bien sénégalais, il est alors bien menacé, ce patrimoine. Il ne se passe plus une semaine sans que les pêcheurs sénégalais ne fassent des sorties pour dire que justement il n'y a plus de poissons dans les mers à cause de la pêche abusive des gros bateaux, des gros navires étrangers. Or, pas de thieboudiène sans gros poissons, il faut le dire. Si vous aviez aujourd'hui, monsieur Si, un message à faire passer à la fois aux pêcheurs et aux gouvernants, lequel serait-il? J'en tressaillis, madame. À l'idée qu'au moment où le thieboudiène est érigé en plat international, universel, on risque d'avoir des Sénégalais qui verront d'autres manger sous leur nez de thieboudiène. Un des vôtres m'a dit avant-hier, j'ai entendu à la radio, il a dit, c'est un sérieux, je crois, il a dit que, imaginez-vous actuellement dans les Almadies, on vend le plat de Mbakal à 9 000 francs. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Il n'y a plus de poisson. Et l'État est mis en demeure. Vous savez, il y a un débat sur les accords. Moi, ce qui m'intéresse,
Ce n'est pas accord signé ou pas signé. Ce qui m'intéresse, c'est le constat. Quel est le constat? La population, les experts, les pêcheurs, tout le monde remarque qu'Amadou. Et deux choses sont indexées. Les bateaux étrangers, mais aussi l'absence de repos biologique. Nous devons être disciplinés. Et regardant sur nos accords. Effectivement, Thieboudjen c'est bien, mais s'il n'y a plus de djen, où est le Thieboudjen? Donc nous risquons de nous contenter d'un tiers de seconde zone. Pourquoi? Parce que nos meilleurs poissons passent sous nos nez pour aller à l'étranger. Je vais souvent au marché, mais c'est pour constater les dégâts. Et là, c'est le paradoxe. Au moment où on en parle, tout le monde en mangerait, sauf nous qui l'avons inventé. Et là, l'État est mis en demeure de prendre au sérieux cette exigence économique, culturelle, j'allais même dire éthique, ou voire patriotique. C'est important. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, le riz est aujourd'hui une source qui nous permet d'embaucher les jeunes, de valoriser l'expertise et de nous positionner sur le plan mondial. Car il ne faudrait pas que la perspective du pétrole ou du gaz occulte une richesse du Sénégal, sa richesse culturelle. Juste avant de se quitter, une question. Au fait, vous l'aimez comment votre Thieboudjen, avec ou sans khogne? Quel est selon vous l'élément incontournable qui doit y figurer? Je vais vous suspendre. Nous, chez nous, on parle Thieboudjen rarement, pour les raisons que vous avez données. Deuxièmement, j'aime bien le khogne, mais je n'ai pas les moyens de les consommer comme je l'aurais voulu au regard de mon âge. Mais j'aime regarder les Indiens en manger, ça me fait plaisir. Alpha Amadou Sy, merci. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Ce livre est tout simplement savoureux, Thieboudjen, un patrimoine bien sénégalais paru chez l'Harmattan. Je l'ai lu très vite, hein. C'est un pur délice. Je vous le conseille vivement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. On se quitte avec le titre Thieboudjen, justement chanté par une grande figure du patrimoine national, mais aussi mondial, Youssou N'Dour et son mythique groupe, le Super Étoile. Très bonne fin de week-end sur la télévision Futur Média. On va préparer le Thieboudjen, notre plat national. Thieboudjen, moi, son plat national. Nga bàyyi na ci ci baax